La vraie force ne crie pas, ne force pas. Elle rayonne de présence, de clarté, de maîtrise intérieure. Si vous voulez penser plus clairement, agir avec clarté et devenir véritablement dangereux, non pas par l'agression, mais par la conscience, il faut cesser de courir après l'extérieur et commencer à étudier l'intérieur. La plupart des gens passent leur vie à réagir à la pression, aux autres, à la peur. Ils bougent vite, parlent plus vite et réfléchissent au moins. Mais sous tout ce bruit, il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais touché, le calme. Pas de paresse, pas d'inaction, mais un calme profond, concentré et puissant. Celui qui vous libère l'esprit, aiguise votre jugement et change votre façon d'aborder le monde. En vérité, vous n'avez pas besoin de plus de motivation, pas besoin de plus d'informations. Il vous faut de la discipline mentale et non pas celle qui vient de la contrainte, mais celle qui vient de la maîtrise de soi. Car la vraie force ne consiste pas à contrôler tout ce qui vous entoure, mais à maîtriser ce qui se passe en vous. Si vous appréciez ce qui se passe ici, un moyen simple et gratuit de nous soutenir est de vous abonner à notre chaîne. Cela permet de maintenir le contenu vivant et fluide. Commençons. Étape 1. Le calme avant la stratégie. Nous vivons dans un monde qui prône la vitesse. Bougez vite, exprimez-vous, gardez une longueur d'avance. C'est le message qu'on nous inculque dès le plus jeune âge. Si vous faites une pause, vous prenez du retard. Si vous attendez, vous perdez. Alors, nous courons à toute allure, remplissant chaque espace vide de tâches, de bruit et d'activités constantes. Mais voilà le problème. Et si la puissance que vous recherchez ne venait pas de la vitesse, mais en apprenant à rester immobile? Car le silence n'est pas une faiblesse. Le silence n'est pas de la paresse. En fait, certaines des personnes les plus fortes que vous rencontrerez sont les plus silencieuses de la pièce. Non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles se sont entraînées à ne pas dire la première chose qui leur vient à l'esprit. Elles ont pratiqué la pause. Et dans cette pause, elles ont trouvé quelque chose que la plupart des gens n'atteignent jamais. Le contrôle. Les stoïciens avaient un mot pour ce genre de force. L'apothéie. Non pas l'apathie ni l'indifférence, mais la liberté de se laisser dominer par les émotions. Marc Aurèle, l'un des esprits les plus posés de l'histoire, a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Il ne s'agit pas de réagir à la vie telle qu'elle se présente. Il s'agit de choisir sa réponse une fois la tempête intérieure retombée. Et ne vous y trompez pas, il y a une tempête. C'est le désordre mental, les pensées qui défilent, ce besoin constant d'agir sans réfléchir. Vous l'avez probablement déjà ressenti. Ces moments où le stress prend le dessus, où votre bouche s'agite avant que votre esprit ne rattrape son retard, où les décisions naissent sous la pression et non dans un but précis. Voilà ce qui arrive quand on ne prend jamais le temps de faire le point avec soi-même. Le psychologue Carl Jung a dit un jour « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder en votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et c'est bien là tout l'intérêt. Le calme est une porte, pas une destination. En apprenant à vous arrêter, même brièvement, vous cessez d'être entraîné par vos réactions et commencez à avancer avec une direction. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'échapper à la vie. Pas besoin de déménager en forêt, ni de méditer des heures en montagne. Pas besoin d'éliminer toute distraction, ni de vivre en silence. Il s'agit de 5 minutes, juste 5. Asseyez-vous, fermez les yeux, respirez. C'est tout. Pas de musique, pas de défilement. Juste vous et la partie de votre esprit qui a rarement l'occasion de parler. La partie silencieuse, la partie sage. Ce simple geste change tout. Votre système nerveux s'apaise. Vos pensées cessent de s'agiter comme une rivière après la pluie. Vous commencez à observer au lieu de réagir. Et lorsque l'observation s'installe, la lucidité s'installe aussi. Vous commencez à distinguer ce qui est réellement important de ce qui n'est qu'une urgence tapageuse. Pensez à ceux qui dirigent avec une présence réelle, ceux qui parlent avec une autorité calme, qui ne se laissent pas perturber, ceux qui semblent savoir exactement quand agir et quand s'arrêter. Ce n'est pas du talent, ce n'est pas de la chance, c'est de l'entraînement. Ils ont pris l'habitude du silence avant l'action, la discipline mentale de la pause. Et cette pause, c'est là que réside la sagesse. Comme le disait le philosophe Épictète, si vous voulez progresser, acceptez d'être considéré comme stupide et insensé. Cela signifie accepter le silence,
même s'il met les autres mal à l'aise. Cela signifie ne pas se précipiter pour remplir chaque moment de silence de bruit, juste pour prouver que vous êtes engagé ou important. Essayez ceci aujourd'hui. 5 minutes de silence. Laissez venir toutes les pensées. Laissez surgir toutes les émotions. Ne les combattez pas, ne les analysez pas. Observez simplement. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Il s'agit de ne rien faire volontairement. Et par ce choix, vous commencez à comprendre quelque chose de plus profond, que votre esprit n'a pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Les décisions les plus rapides ne sont pas toujours les plus sages. La voix la plus forte n'est pas toujours la plus forte. Le monde continuera de tourner, que vous vous précipitiez ou non. Mais en choisissant le calme, même un instant, vous cessez d'être bousculé par tout et devenez celui qui décide quand et comment agir. Ce n'est pas seulement la paix, c'est une stratégie, c'est du stoïcisme. Étape 2. Réagissez, ne réagissez pas. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une conversation, de dire quelque chose sans réfléchir, puis de passer le reste de la journée, voire plus longtemps, à le ressasser dans votre tête, à vous demander pourquoi vous avez craqué, pourquoi vous l'avez lâché, pourquoi vous n'avez pas pris de pause, respiré et géré la situation différemment. Ce moment où votre bouche a bougé avant que votre esprit ne vous comprenne, ce n'est pas de l'instinct, c'est du conditionnement. C'est une boucle que votre cerveau a apprise il y a longtemps, et ça tourne en boucle depuis. Et pour la plupart des gens, cette boucle tourne en permanence en arrière-plan. Pas de pause, pas de filtre, juste réaction après réaction. C'est ce qu'on appelle le pilotage automatique. On se réveille, on consulte son téléphone, on tombe sur un message qui nous agace. Puis on regarde les infos, on est stressé. Puis quelqu'un nous coupe la route et on réagit à nouveau, l'un après l'autre, sans la moindre hésitation, sans réflexion, sans conscience. C'est rapide, automatique et ça paraît normal. Mais normal ne veut pas dire utile. On confond vitesse et clarté. Mais vitesse sans réflexion, ce n'est que chaos et image de marque. Les stoïciens le savaient des siècles avant que les téléphones, les boîtes mail ou les algorithmes ne nous attirent. Ils savaient que le vrai danger n'était pas le monde extérieur. C'était la tempête, à l'intérieur. Sénèque disait « Qui souffre trop tôt souffre plus que nécessaire ». Cela signifie que nous ne réagissons pas seulement à la réalité. Nous réagissons à des scénarios imaginaires, à des jugements imaginés, à des menaces anticipées. Nous nous laissons submerger par des émotions face à des événements qui ne se sont jamais produits ou qui n'arriveront jamais. Et comment sortir de ce cycle? Il ne s'agit pas de se couper du monde. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou froid. C'est la conscience, pure et simple. Et cela se construit, non pas en fuyant la vie, mais en y entrant pleinement, les yeux ouverts. La conscience, c'est prendre conscience de l'histoire que l'on se raconte avant qu'elle ne devienne réalité. C'est appréhender la tension dans sa poitrine avant qu'elle ne devienne un argument. C'est sentir la chaleur monter au visage et décider, pas cette fois, je ne réagis pas à ça. Imaginez votre esprit comme un lac. L'esprit de la plupart des gens est constamment perturbé, agité par la moindre contrariété. Chaque commentaire, chaque regard, chaque nouvelle. La surface ne se stabilise jamais, et quand elle est trouble, on ne voit plus rien clairement. Mais quand on cesse de l'agiter avec une réaction constante, l'eau commence à se calmer, et dans ce calme, vous commencez à voir non seulement ce qui vous entoure, mais aussi ce qui circule en vous depuis toujours. Carl Jung l'a parfaitement dit, « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Cette citation est profondément touchante, car la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont entraînés par des croyances cachées, des schémas émotionnels qu'ils n'ont jamais choisis, selon les scénarios que le passé leur a transmis. La conscience met tout cela en lumière. Elle n'efface pas l'émotion, mais elle offre un choix, un espace. Et dans cet espace réside la liberté. C'est là que commence la discipline mentale, non pas en refoulant ce que l'on ressent, mais en ralentissant ce que l'on fait avec ce que l'on ressent. Ce n'est pas de la faiblesse que de s'arrêter. Ce n'est pas de l'hésitation que d'attendre. C'est de la force. La force tranquille, celle qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car elle sait déjà qui commande. Essayez-la la prochaine fois que vous êtes stimulé, que quelqu'un vous défie, se moque de vous critique ou vous surprend simplement dans une mauvaise journée. Faites une pause, comptez jusqu'à 3. Ne vous précipitez pas pour combler le silence.
Laissez votre émotion monter, certes, mais ne la suivez pas aveuglément. Observez-la, étudiez-la. Laissez votre conscience rattraper votre réaction. Cette pause reprogramme tout. Elle indique à votre cerveau que nous ne faisons plus comme avant. Et chaque fois que vous réagissez au lieu de réagir, vous renforcez une nouvelle voix, celle de la présence, celle du contrôle, une voix qui vous appartient, et non à vos habitudes, à vos déclencheurs, et certainement pas à ceux qui tentent de vous faire dévier de votre trajectoire. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Et cette phrase résume tout un mode de vie. Car en vérité, on ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive. Mais on peut toujours choisir comment y faire face. Dans un monde qui essaie de vous pousser à bout à chaque instant, choisir sa réaction est une forme de pouvoir discret. Un pouvoir qui ne se prend pas, mais qui se donne. Alors, ne le cédez pas si facilement. Assumez votre pause, développez votre conscience et vivez votre vie. Ne réagissez pas simplement. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est de la maîtrise. Stoïque, stable, une maîtrise acquise. Étape 3. L'observation est une compétence, pas un trait de caractère. Certaines personnes entrent dans une pièce et perçoivent tout sans un mot. Dès qu'elles entrent, elles savent si quelque chose cloche. Elles peuvent le lire dans l'air, le léger changement de posture de quelqu'un, son rire forcé, sa façon d'éviter le contact visuel. Ils n'ont besoin ni d'explication, ni d'analyse. Ils savent simplement que ce n'est ni de la magie, ni de l'instinct, mais de la conscience. Et c'est l'un des outils les plus pointus qu'un être humain puisse développer, mais aussi l'un des plus négligés. Car dans un monde obsédé par le fait de parler plus fort, d'agir plus vite et d'agir sans cesse, on nous apprend rarement à observer. La véritable observation, c'est plus que simplement voir. C'est remarquer. C'est être à l'écoute. La plupart des gens ne le sont pas. Ils vivent en mode réaction, toujours à l'affût de la prochaine notification, de la prochaine demande, de la prochaine émotion. Ils voient ce qui est en surface et supposent que c'est tout. Mais la conscience, elle va plus loin. Elle vous invite à ralentir, à éliminer les distractions et à voir ce qui est réellement là. Dans la pratique stoïcienne, ce type de perception. La connaissance du monde et de soi est primordiale. Les stoïciens croyaient que la clarté précédait l'action, qu'il ne fallait jamais agir sans comprendre ce à quoi on réagit. Épictète l'a très bien exprimé. L'homme n'est pas tant préoccupé par les problèmes réels que par ses angoisses imaginaires face à des problèmes réels. Pensez-y, ce n'est généralement pas la chose elle-même qui nous stresse, mais notre interprétation. Le récit mental, les suppositions, la peur. C'est là que la conscience prend toute sa puissance, car elle ne répare pas le monde, mais elle répare votre vision. Mais attention, la conscience n'est pas passive. Ce n'est pas rester zen dans un coin pendant que le monde défile. C'est une pratique délibérée. Elle est active. Elle écoute attentivement, observe attentivement, perçoit constamment. C'est comme capter un signal que la plupart des gens n'entendent pas, parce qu'ils sont trop occupés à se vanter. Et quand on capte ce signal, tout ralentit. On voit les micro-retards dans la réponse. On sent le changement d'énergie dans une pièce. On remarque quand on commence à se renfermer, à se mettre sur la défensive ou à perdre son énergie. Ce ne sont pas des détails mineurs, ce sont des données. Et une fois ces données en main, on a un avantage. L'observation commence avec les autres, oui. Mais le travail le plus profond se produit lorsqu'on se concentre sur soi-même. On commence à se poser des questions comme « Pourquoi me sens-je épuisé après cette conversation ? Pourquoi me suis-je tendu à l'arrivée de cette personne ? Pourquoi suis-je toujours irritable à la même heure chaque après-midi ?» Ce ne sont pas des expériences aléatoires. Ce sont des signaux émis par votre système nerveux qui forment des schémas, et ces schémas, une fois identifiés, peuvent être brisés ou renforcés. C'est ainsi que l'on reprend le contrôle. Carl Jung l'a exprimé en une seule phrase. Tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirige votre vie et vous l'appelez le destin. La plupart des gens traversent la vie en pensant que les choses leur arrivent comme par magie. Mais ce sont souvent leurs angles morts, leurs habitudes non examinées, leurs paramètres par défaut qui façonnent leur réalité, sans même s'en rendre compte. Mais une fois qu'on identifie un schéma, on le voit vraiment. Impossible de ne pas le voir. Il s'intègre à notre conscience, et cette conscience commence à modifier notre façon de bouger. Mais il y a un piège.
Beaucoup de gens confondent observation et jugement. Ils commencent à remarquer les choses et les qualifient immédiatement. Bonnes, mauvaises, faibles, fortes. Mais la véritable conscience n'est pas précipitée. Elle ne tire pas de conclusions hâtives. Elle attend. Elle observe. Elle maintient la tension de l'inconnu, de l'incertitude, de la complexité, jusqu'à ce que l'image devienne claire. C'est ce qui lui donne sa force. Ce n'est pas une réaction, c'est une posture. Et cela ne nécessite pas des heures de méditation, ni un changement radical de mode de vie. Commencez petit. Un jour. Parlez moins. Observez davantage. Ne réagissez pas précipitamment. N'interrompez pas l'inconfort par des distractions. Observez votre corps. Observez comment les gens réagissent à votre énergie. Écoutez, pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre attention. Quelle est l'ambiance dans la pièce lorsque quelqu'un entre? Comment votre humeur évolue-t-elle au cours de la journée? Ces petites observations, répétées quotidiennement, créent quelque chose que la plupart des gens ne développent jamais, la présence. La présence n'est pas seulement une question de confiance, c'est aussi une question de clarté. Les personnes véritablement présentes voient plus, ressentent plus, comprendre davantage. Ils ne se perdent pas dans leurs suppositions. Ils sont à l'écoute. Et plus vous vous entraînez à cela, plus votre perception devient puissante. La plupart des gens passent à côté de l'essentiel. Ils passent à côté des signes avant-coureurs subtils dans les relations. Ils passent à côté des signes physiques de stress. Ils ratent l'occasion de s'adapter avant de s'effondrer. Mais pas vous. Pas si vous vous y entraînez. Car lorsque vous commencez à observer plus que vous ne réagissez, on commence à comprendre le jeu avant même de le jouer. On commence à ressentir la vérité avant même de la dire. Ce n'est pas de la réflexion excessive, c'est de la maîtrise. Et cette maîtrise, construite lentement par une conscience constante, est le fondement de la véritable sagesse. Les stoïciens n'étaient pas que des penseurs, c'étaient des observateurs. Calmes, stables, imperturbables. Non pas que le monde ne les ait pas mis au défi, mais parce qu'ils s'étaient entraînés à voir clair avant d'agir. Alors aujourd'hui, commencez par ceci. Moins de paroles, plus d'observation. Ne vous contentez pas de regarder, voyez. Ne vous contentez pas d'entendre, écoutez. La conscience est votre atout. Aiguisez-la chaque jour. Ce n'est pas pour rien que les athlètes, les soldats et les moines entraînent leur respiration. Ce n'est pas seulement une question d'oxygène. C'est une question de contrôle. Silence. Le contrôle interne. Celui que l'on porte en soi quand tout autour de soi semble s'écrouler. Quand la situation est bruyante, intense, imprévisible, votre respiration vous accompagne. Toujours disponible, toujours accessible. Elle ne demande pas de permission. Elle ne dépend ni de l'humeur, ni de la motivation. Elle a juste besoin de votre attention. Mais voilà le plus étrange. Nous sommes élevés pour tout surveiller, sauf notre respiration. On nous apprend à marcher, à parler, à nous comporter, à nous habiller, à façonner notre personnalité. Mais la respiration, elle est perçue comme un bruit de fond, un réflexe corporel. Et oui, elle se produit automatiquement. Mais c'est précisément pour cela qu'elle recèle un tel potentiel inexploité. Voyez-vous, votre respiration est l'une des rares choses de la vie à être à la fois involontaire et volontaire. Vous respirez sans réfléchir. Oui, mais vous pouvez aussi choisir de la ralentir, de l'approfondir, de la façonner. C'est ce qui en fait un pont, un lien entre votre conscient et votre inconscient, entre votre esprit pensant et votre corps émotionnel, entre le chaos extérieur et le calme intérieur. Ce n'est pas seulement un mécanisme de survie, c'est un outil, une boussole, un gouvernail. Dans la philosophie stoïcienne, la maîtrise de soi était la quête suprême, non pas parce que cela paraissait beau sur le papier, mais parce que dans un monde plein de bruit, d'imprévisibilité et de douleur, c'est la seule véritable liberté, comme le disait Marc Aurèle. Nulle part on ne peut aller plus paisiblement, plus libre de toute interruption, que dans sa propre âme. Mais soyons honnêtes, on ne peut atteindre ce genre de paix quand on a le souffle court et serré. Impossible d'être mentalement stable quand le corps est pris dans une situation de combat ou de fuite. Une respiration agitée est synonyme d'une âme agitée. C'est un miroir. Pensez à la dernière fois où les choses ont dégénéré. Vous étiez dépassé, anxieux, en colère. Peut-être avez-vous craqué au cours d'une conversation. Peut-être votre esprit s'est-il vidé sous la pression. Revenez à ce moment-là.
Que faisait votre respiration? Il y a de fortes chances qu'elle ait disparu, courte, rapide, presque invisible. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre système nerveux qui fait son travail. Mais voici une idée que la plupart des gens oublient. Si votre corps peut entraîner votre esprit dans le chaos, il peut aussi l'en sortir. C'est le pouvoir de la respiration. Elle fonctionne dans les deux sens. Et ce n'est pas que de la philosophie, c'est de la biologie. En ralentissant votre respiration, vous activez le système nerveux parasympathique. C'est la partie de votre corps qui gère le repos, la digestion, guérison et clarté mentale. Une expiration plus longue envoie un message au cerveau. Tout va bien. Nous ne sommes pas en danger. Et le cerveau écoute. Il cesse de déverser du cortisol dans le sang. Votre rythme cardiaque ralentit. Vos muscles se détendent. Votre concentration s'affine. Vous retrouvez votre stabilité. Non pas parce que la situation a changé, mais parce que vous avez changé. Carl Jung disait « Il n'y a pas de retour à la conscience sans douleur ». Et tandis qu'il parlait de transformation psychologique profonde, ce principe commence petit, par la respiration. Nul besoin d'attendre une crise pour se produire. Chaque fois que vous respirez consciemment, vous faites quelque chose que la plupart des gens évitent. Vous faites face à votre état. Vous ressentez votre corps. Vous choisissez la présence plutôt que la panique. Et par ce simple acte, vous commencez à reprendre le contrôle de votre propre système. Ne compliquons pas les choses. Un instant, c'est tout. Inspirez en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 6. Pas d'application, pas de technique sophistiquée, juste la conscience. Quand vous vous sentez dépassé, quand vos pensées s'emballent, quand vos épaules se crispent, c'est le signal. Revenez à votre respiration. Non pas avec force, mais avec intention. Laissez-la vous ralentir. Laissez-la faire place nette. Laissez-la vous ancrer. Car il ne s'agit pas de faire comme si le stress n'existait pas. Il s'agit d'y faire face avec de meilleurs outils. Et la respiration, c'est le premier outil, le fondement, le bouton de réinitialisation que la plupart des gens n'utilisent jamais. Mais une fois entraînée, vraiment entraînée, elle devient bien plus puissante qu'un simple mécanisme d'adaptation. Elle devient votre base, votre calme, votre bouclier dans la tempête. Les stoïciens n'ont pas analysé la respiration en termes de neurosciences, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils ont pratiqué ce que nous commençons à peine à comprendre. Impossible de diriger son esprit si son corps est assiégé. Et la respiration, ce rythme tranquille que l'on a ignoré, permet de reprendre le contrôle. Ce n'est pas seulement du bien-être, c'est de la sagesse. Numéro 5. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une précision. Il y a une voix dans votre tête, constante, active, familière. Elle est là quand vous vous réveillez, quand vous essayez de dormir. Quand vous marchez dans la rue ou êtes assis en silence, il commente tout, ce que vous auriez dû faire différemment, ce qui pourrait mal tourner, ce que cette personne voulait vraiment dire par ses paroles. Il analyse votre passé à outrance et tente de prédire votre avenir. Il doute, il critique, il murmure les pires scénarios comme s'il essayait de vous aider. Et le plus fou, c'est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour le remettre en question. Ils pensent que cette voix, c'est eux. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas parce qu'une pensée surgit dans votre esprit qu'elle est vraie, et encore moins qu'elle vous appartient. Cette voix peut être un mélange de vieilles histoires, de peurs héritées, de programmations sociétales, d'échos émotionnels. Certaines viennent de l'enfance, d'autres de la culture dans laquelle nous avons grandi, d'autres encore ne sont que des boucles. Nous les avons entendues si souvent, de tant d'endroits différents, que notre cerveau les a stockées en boucle. Vous ne les avez pas créées, vous les avez simplement absorbées. Carl Jung l'a parfaitement exprimé lorsqu'il a dit « Les gens n'ont pas d'idées, ce sont les idées qui ont les gens. C'est ce qui rend les pensées non examinées si dangereuses. Elles peuvent influencer vos choix, façonner votre identité, contrôler vos émotions, et vous ne vous rendrez même pas compte que vous avez été pris en otage. Vous suivrez le scénario que vous avez en tête et vous appellerez cela la réalité. Mais en réalité, vous ne faites que réagir au bruit. C'est là que le stoïcisme devient pratique et pas seulement philosophique. Les stoïciens ne cherchaient pas à tuer leurs pensées, ni à se faire passer pour des robots sans émotion. Ils s'arrêtaient, examinaient, observaient sans attachement. Ils comprenaient qu'une pensée n'a de force que dans la mesure où on y croit. C'est pourquoi,
Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais nos jugements à leur égard. Vous ne parviendrez peut-être pas à étouffer votre première pensée, surtout si elle est automatique, émotionnelle ou liée à une douleur passée. Mais vous pouvez contrôler ce qui se passe ensuite. C'est l'espace sacré entre le stimulus et la réponse. Et c'est dans cet espace que commence votre véritable pouvoir. Imaginez-vous au beau milieu d'un orage. Si vous vous trouvez en plein milieu, vous êtes trempé, désorienté, peut-être même paniqué. Mais reculez de quelques pas, observez-la depuis une fenêtre, ou mieux encore depuis une colline tranquille au loin, et elle devient tout autre. Ce n'est plus vous, c'est juste le temps. Ça passera. Et c'est ce qui arrive quand on cesse de s'identifier à chaque pensée. On passe de la tempête au spectacle. Marc Aurèle se le rappelait souvent. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Mais l'esprit moderne oublie cela. Il pense que chaque émotion doit être suivie. Chaque pensée doit être crue. Chaque jugement doit être vrai. Mais c'est ainsi que les gens se perdent. Ils suivent chaque impulsion mentale et disent que c'est réel. Mais ce qui est réel, c'est ceci. Vous n'êtes pas la pensée. Vous en êtes le témoin. Alors, la prochaine fois que votre esprit vous dira « Je ne suis pas prêt » ou « Je ne peux pas gérer ça », et si tout allait mal, ne résistez pas, ne paniquez pas. Posez-vous simplement une question simple. Est-ce de la peur ou un fait? Cette simple pause peut briser une boucle qui tourne depuis des années et, à cet instant, votre moi supérieur, la part calme, consciente et stable, peut prendre le dessus. Toutes les pensées ne méritent pas toute votre attention. Toutes les réactions mentales ne sont pas des ordres. La plupart ne sont que du bruit de fond. Sénèque le disait simplement. Nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Et une fois que vous avez clairement compris cela, vous cessez de vivre en mode défensif. Vous cessez de sursauter devant des ombres. Vous cessez de laisser des pensées non vérifiées décider de qui vous êtes. Cela ne signifie pas que vous ignorez votre esprit. Cela signifie que vous le guidez. Vous restez éveillé. Vous observez avec une autorité tranquille. Comme un parent qui regarde son enfant piquer une crise, vous restez calme. Vous ne criez pas, ne paniquez pas, ne courez pas. Vous voyez simplement les choses telles qu'elles sont et choisissez votre réponse avec force. C'est la beauté du détachement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la présence. C'est choisir de ne pas devenir chaque pensée qui vous traverse. Et plus vous pratiquez cela, plus votre monde intérieur devient paisible, même lorsque le monde extérieur est tout sauf cela. Le calme vous aiguise, la conscience vous protège, la discipline vous libère. Dans un monde qui vous tire dans tous les sens, votre plus grande force sera toujours votre capacité à revenir à vous-même, calme, présent, imperturbable. Si vous êtes prêt à aller plus loin, l'une des vidéos sur votre écran vous y attendra. Merci de faire partie du journal stoïque. Le chemin est tranquille, mais ceux qui le suivent ont tendance à revenir.